Bonjour à tous et bienvenue dans les conversations francs-tireurs. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Llorca. Il publie aux éditions de l'Aube les nouveaux masques de l'extrême droite. On va parler d'extrême droite ensemble parce que l'extrême droite en France existe, même si elle a tendance à vouloir le faire oublier avec un autre terme qui s'appelle l'union des droites. Raphaël Llorca est communicant, doctorant en philosophie du langage et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. À tout de suite. Bonjour Raphaël Llorca. Bonjour. Comment est-ce que ça va dans ces temps un peu... Inquiet. Oui. Je suis de nature inquiète et l'ambiance et la situation me le poussent à être davantage encore, mais sinon ça va. Ça va. Alors on va parler de vos livres. Alors, celui-ci vient de sortir. Les nouveaux masques de l'extrême droite. Et la marque Macron est sortie il n'y a pas très longtemps. On peut le trouver encore en librairie, la marque Macron. Voilà, donc on va parler justement de votre travail. Et d'abord, je vous présente, vous êtes communicant, doctorant en philosophie du langage et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. C'est important pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent d'abord de commencer par un mot qu'on entend souvent, qui est la sémiologie. Je voulais avoir votre définition, parce que c'est un domaine que vous connaissez très bien, c'est votre domaine d'expertise aussi. Qu'est-ce que la sémiologie? Et ensuite, on rentre sur les nouveaux masques de l'extrême droite. Alors, pour le définir d'une phrase, la sémiologie, c'est l'étude de la production du sens. Donc, c'est une discipline qui d'abord est apparue en linguistique, avec un grand linguiste qui s'appelait Ferdinand de Saussure, qui a eu cette détermination signifiant-signifié. Et ensuite que d'autres penseurs, il y a toute une école française qui a essayé de l'appliquer au domaine du marketing, de la communication et des marques. D'accord. Effectivement, c'est ma grille de lecture. Oui. C'est bien de le préciser d'entrée. Oui, c'est pour ça. Parce que moi, je ne suis pas politologue, en fait. Je ne suis pas sondeur non plus. Et c'est effectivement sur les deux thèmes, et l'extrême droite et Macron, on l'a beaucoup traité d'un point d'angle politique, sociologique, voire historique. Et moi, j'ai essayé, en fait, dans ces deux livres, c'est effectivement ce qui les connecte, c'est de travailler la question de la représentation. Oui, tout à fait. C'est les signes. Les signes, oui. Quelles sont les images, quels sont les mots, quels sont les imaginaires qui sont mobilisés, en essayant à chaque fois de tirer le fil et d'en tirer des interprétations. Donc, sémiologique, c'était vraiment quel sens est produit, et en tirant ensuite des conclusions plutôt politiques. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a des mots qui nous entourent, qui sont extrêmes, droite, parti politique, populisme ou autre. Et si on n'en comprend pas le sens ou la représentation, on peut partir sur des mots valises qui sont un peu compliqués. Donc grâce à votre livre, où on peut comprendre que les extrêmes portent un masque, qui n'est pas souvent le même. Et d'ailleurs, le sous-titre « La radicalité de l'ère Netflix », donc on va voir ensemble de quoi il s'agit. Je voulais commencer par la première partie de l'extrême droite, on va dire, parce que maintenant il y a plusieurs extrêmes droites, on a le luxe dans ce pays d'avoir plusieurs extrêmes droites. On va commencer avec Éric Zemmour et ensuite on partira sur Marine Le Pen. Donc, vous indiquez le moment Zemmour. Qu'est-ce que le moment Zemmour pour vous à la lecture de ce que nous vivons tous aujourd'hui? En fait, j'ai voulu dans ce livre essayer de borner la réflexion, parce qu'en fait c'est un livre qu'on peut qualifier de livre d'intervention. C'est-à-dire que je l'ai publié à quelques semaines du premier tour. Donc c'est un livre écrit à chaud, qui est très compliqué à faire en fait. Parce que moi-même, en fait, le titre a changé 15 fois, enfin, je ne rentre pas dans les détails de la cuisine, mais où c'était difficile de cerner un angle, et en fait on peut se gourer, on peut se tromper. Donc j'ai voulu, pour éviter de faire quelque chose de maladroit et d'impossible à faire, une espèce de projection que je ne voulais surtout pas faire, j'ai voulu cadrer la réflexion, en essayant de se pencher sur ce qui s'était passé dans le pays entre le mois d'août et le mois de décembre 2021. Parce qu'effectivement, et c'est là où j'ai qualifié de ce moment Zemmour, il m'a semblé qu'il s'est passé une foule de choses qui, quoi qu'il advienne au mois d'avril prochain, a profondément changé le pays. Profondément, à mon avis, altéré la nature du débat public, on va certainement y revenir. C'est-à-dire qu'il a eu cette capacité à imposer des mots, des systèmes argumentatifs, des visuels et même des réflexions historiographiques, on va certainement en parler aussi. Oui, on va en parler de tout ça. Qui étaient complètement enfouis, qu'on pensait complètement d'un autre temps et qu'il a su remettre au goût du jour avec des formes très contemporaines, d'où effectivement le sous-titre. Cette ère Netflix, une espèce de paradoxe, cette capacité à articuler un vieux logiciel à des formes extrêmement modernes, extrêmement contemporaines pour pousser au mieu son message et son discours. Donc effectivement, il y a eu un moment Zemmour et où je commence en fait avec une réflexion autour du carnaval de Romance, qui est un événement historique qui s'est passé en 1580, qui est un carnaval qui s'est déroulé, qui se termine dans un bain de sang, et d'où en fait l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie en a tiré un merveilleux livre, où en fait il en a extrait une réflexion très intéressante sur le rôle de l'événement dans l'histoire. Oui, ça marque. Où au fond,
il dit l'événement, c'est pas simplement cette écume des choses. C'est une réflexion très brodélienne. Fernand Braudel avait imposé l'idée que l'événement, c'était l'écume de la mer, et au fond, le plus important, c'était ce qui se passait dans les profondeurs de l'histoire, ce qui ne se voyait pas au jour le jour. Emmanuel Leroy-Ladurie, là où j'ai beaucoup apprécié sa réflexion et tout son courant qu'on intitule La Nouvelle Histoire, Georges Duby, il y a tout un tas d'historiens qui sont intéressés à la question, qui a consisté à réhabiliter le rôle de l'événement. En disant l'événement a ça de très précieux, c'est que c'est l'émergence, la conjonction de forces éparses qui circulaient à bas bruit, qui à un moment donné surgit et qui fait du bruit. Oui, donc il faut pas et l'ignorer. À travers cet événement-là, en fait, il ne faut pas l'ignorer, et surtout, ça donne à voir, il y a cette expression que j'aime beaucoup, tel le Grand Canyon du Colorado, une espèce de strate qui donne à voir l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'à travers un événement, ça donne à voir une espèce de panorama des forces, des tensions, des contradictions d'une société à l'instant donné. Et il m'a semblé que ce moment Zemmour, c'était ça, c'est qu'il est venu donner à voir et révéler des choses qui étaient jusqu'ici longtemps enfouies. Et quand on parle de notre histoire et de nos valeurs, on pense à Vercingetorix, par exemple, vous en parlez aussi, qui était là pour rassembler, alors que lui, dans sa rhétorique, dans la façon qu'il a de dire les choses, Éric Zemmour, sur les titres de ses livres, Suicide français, des phrases comme la délinquance et le djihad, la France est en danger de mort, il y a un imaginaire séparatiste. Est-ce que c'est une manière aussi, parce qu'il doit être conscient de tout ce que vous êtes en train de nous dire là, diviser pour mieux régner, en faisant fi de notre valeur qui est le rassemblement. Oui, absolument. Vous mentionnez Vercingetorix, il me semble qu'en France, plus encore qu'ailleurs, parce que pour reprendre Braudel d'ailleurs, il disait la France c'est quoi? Ce sont des Frances cousues ensemble. Oui. Cette formule est magnifique. C'est beau, oui. Et ça donne à voir en fait le rôle qu'on attend du dirigeant, je crois, qui est très inscrit, très ancré dans l'imaginaire national, qui est un dirigeant qui doit rassembler, justement recoudre des Frances très diverses, très différentes. On citait Vercingetorix, c'est Henri IV, oui, bien sûr. Suite aux guerres de religion. Bien sûr. C'est tout le mythe de Gaulle et le Conseil national de la résistance, c'est l'union de la gauche de Mitterrand. Bon bref, on pourrait accumuler les exemples comme ça. Je crois qu'il y a très ancré dans l'imaginaire national et dans l'inconscient collectif cette idée que le dirigeant, c'est quelqu'un qui se rehausse au-dessus des germes de la division, qui est capable de transcender les conflits, les tensions, les clivages, et qui est capable de parler à la nation, au peuple français, et essayer de s'extraire comme ça de toutes ces divisions. Or, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, Éric Zemmour est de façon, à mon avis, complètement théorisée. Ce n'est pas du tout un hasard, parce que l'accumulation d'exemples que vous venez de montrer le montre bien. Très réfléchi. Il a fait, au contraire, le pari d'une stratégie de la radicalité qui clive. Par les mots, vous l'avez dit. Oui. Et lui-même le dit, il a été interrogé sur RTL cet automne, il disait... parce qu'il a dit, mais qu'est-ce que vous faites de ce récit de l'union que vous ne voulez pas embrasser? Il disait, l'union, c'est le fauné de la soumission à l'ordre dominant. C'est un mot extrêmement dur. Oui, très fort. Où effectivement, il a imposé une stratégie politique qui n'avait jamais été poussée à cette extrémité-là en France, qui était une stratégie de la radicalité. Où au fond, alors j'ai essayé de le formuler en prenant une métaphore plutôt physique, c'est la force centrifuge, Éric Zemmour. C'est qu'il fait le pari que par la radicalité, il va venir en fait radicaliser les Français. C'est amener par la force, par la cohérence aussi de son système idéologique, parce qu'on le voit bien, ce qui fascine aussi, c'est qu'il y a une espèce d'alignement de planète entre son parcours à lui, ce qu'il raconte depuis 30 ans, sa vision de l'histoire, qui falsifie par ailleurs, mais qui rentre parfaitement en cohérence avec sa vision du monde et son projet politique. Et ses propositions, ensuite, en sont la résultante de tout ça. Mais son pari, je reviens sur cette force centrifuge, parce que je pense que c'est très important de le comprendre, il vient radicaliser les Français. Et il y avait une enquête d'Ipsos qui m'avait beaucoup intéressé, qui demandait aux Français de s'auto-positionner sur une échelle radicalité-modération, sur une échelle 0-10. Et la répartition était intéressante. Il y avait grosso modo 15% de modérés, qui s'auto-positionnaient entre 0 et 3, 30%, donc le double, de radicaux, entre 7 et 10. Et quand on rentre dans le détail, en fait, 65% de ces radicaux-là qui sont de droite, donc c'est de la radicalité plutôt d'extrême droite, quand on parle de radicalité aujourd'hui. Et surtout, et c'est ça le plus important, 43% qui ne s'estimaient ni modérés, ni radicaux, entre 4 et 6. Et je crois que son pari, c'est de s'adresser à eux, c'est d'abandonner les 15% de modérés au cercle de la raison qu'ils raillent en permanence, et d'aller convertir une bonne partie de ces centres mous
vers la radicalité. Donc Étienne Girard avait intitulé sa biographie « Le radicalisé ». Moi, je pense que ce qui est encore plus juste… Le radicalisateur. Bah oui, la stratégie politique, c'est le radicalisateur. Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant, on va en venir à Marine Le Pen, c'est que c'est un front complètement renversé de la stratégie traditionnelle de l'extrême droite qu'on voit depuis 10, 20 ans, qui effectivement avait le sens inverse, qui était plutôt une force centripète, c'est-à-dire qui partait de la marge, celle de l'extrême droite, qui était celle historiquement de l'extrême droite, qui était cantonnée à une forme de marginalité, et qui cherchait à s'adresser à ce centre mou, mais en se moulant dans son univers symbolique. C'est ce qu'on a appelé la stratégie de la dédiabolisation. Et la dédiabolisation, qui est une stratégie politique, ça avait son versant symbolique, par les signes, par mille et une façons. On cherchait à adoucir, à amollir, à avoir une forme beaucoup plus adoucie, beaucoup plus molle, beaucoup moins dure, beaucoup moins agressive, pour se mouler dans cet univers symbolique de cette France qui n'est pas du tout extrême. Donc vous voyez, force centripète, force centrifuge. Tout à fait. Je pense que c'est deux stratégies politiques qui sont complètement à front renversé. Et c'est intéressant de les comparer parce qu'effectivement, ça a été un pari de la part d'Éric Zemmour de venir fracasser le débat public avec cette stratégie de la radicalité. Et on peut comparer aussi avec les affiches qu'on va pouvoir voir défiler à l'écran. Il y a deux affiches, on parlera aussi de celle d'Emmanuel Macron, mais vraiment à la marge, parce qu'il ne fait pas du tout partie de cette affaire, mais en tout cas, il y a un discours autour des affiches électorales. Donc, Marine Le Pen, elle est tournée en 2022 en regardant le ciel, il y a marqué « Liberté chérie ». En 2017, elle est avec une robe, enfin un costume bleu face caméra. Éric Zemmour, lui, impossible n'est pas français, face caméra, sans lunettes, assez droit, léger sourire esquissé. Qu'est-ce que disent les affiches? Qu'est-ce qu'elles sont? Quels sont leurs rôles aujourd'hui en campagne électorale? Les affiches, c'est un bon exemple de sémiologie politique parce que les affiches, tout est construit. Il faut bien se rendre compte de ça. Moi, j'ai travaillé dans des agences de communication. Quand on fait une affiche, chaque mot, chaque détail, chaque lumière, chaque couleur est sous-pesé et discuté assez largement. Donc, c'est un objet d'étude très intéressant parce que rien n'est laissé au hasard. Donc, on peut interpréter sans se tromper. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire à travers ces affiches-là? Et il me semble qu'effectivement, dans les deux cas, ces affiches-là sont l'incarnation de ces deux stratégies politiques que je viens de décrire. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est lié. Effectivement. Marine Le Pen, donc cette affiche date de la fin août 2021, était pensée et est venue en fait à contre-courant parce qu'elle était pensée dans un face-à-face vis-à-vis de Macron. C'est vrai. Non, mais c'est ça qu'il faut remettre dans le contexte parce que c'est très intéressant. Elle arrive à contre-temps parce qu'à l'époque, on ne parle que d'Éric Zemmour qui va lancer sa tournée littéraire et sa tournée de France avec son livre qui était en train de sortir. Cette affiche, elle avait été travaillée pour, et c'est ma thèse à moi, venir coller au code du macronisme. C'est qu'effectivement, il m'a semblé dans cette campagne-là, Marine Le Pen ne s'est pas contentée, et je vais essayer de le décrire avec cette affiche-là, qui en est vraiment l'illustration, elle ne s'est pas contentée de venir se recentrer ou se présidentialiser, elle est venue reprendre des codes esthétiques et plastiques de ce que produit Emmanuel Macron depuis 2017. Déjà le mot « liberté ». Effectivement, elle a eu toute une séquence à l'automne où elle est venue s'arroger ce concept de liberté qui n'a jamais été, vraiment, c'est un euphémisme de le dire, qui n'a jamais fait partie du corpus idéologique de l'extrême droite. Donc elle est venue recoller, alors à l'époque on essayait de dire, bah oui c'est vis-à-vis du pass sanitaire, de ces gens qui refusaient de se vacciner, mais ça va bien au-delà je crois. C'est qu'effectivement, en reprenant ce 6e couplet méconnu de la Marseillaise Liberté, Liberté chérie, elle venait recoller à des mots qu'utilisait beaucoup Emmanuel Macron en 2017. Le fond, l'extrême droite a toujours pris des fonds plutôt sombres et plutôt bleus. La coloration du front puis du Rassemblement national, ça a toujours été un bleu sombre. Là, c'est un bleu vert. Alors, il décrivait en post-rationalisation, parce qu'ils font toujours le service après-vente. Alors là, c'était dans le Figaro, et c'est Philippe Olivier, son conseiller spécial, qui a été envoyé un peu pour justifier cette couleur qui n'avait jamais été utilisée à l'extrême droite. Il disait c'est la couleur de l'espoir et de l'espérance. Et ça m'avait frappé parce que ça faisait écho à la campagne des régionales qu'elle venait de mener. Donc c'était en début de l'été, fin du printemps 2021, où elle menait une campagne qu'elle disait bienveillante. Oui, où elle reprenait ces codes d'optimisme, de bienveillance, d'espoir qui n'avaient jamais été utilisés à l'extrême droite et qu'elle recollait vraiment directement. Et c'est pour ça qu'elle souhaite maintenant qu'on l'appelle Marine, créer ce lien
Alors ça, c'est pas récent. Non, ça fait un moment. Il y avait déjà cette stratégie du bleu marine qu'elle avait créée, une espèce de sous-marque qu'elle avait créée. Alors je ne me rappelle plus, je crois que c'était même la campagne de 2012. Donc ça remonte même à 10 ans, où il y avait cette volonté de s'extraire de ce patronyme Le Pen. Oui, voilà. Où effectivement, ils avaient bien compris que cette appellation Le Pen était à la fois le gage d'une radicalité bienvenue, c'est-à-dire qui lui permettait de solidifier tous ces électorats qui avaient su agréger Jean-Marie Le Pen, mais qui était aussi un frein pour un certain nombre de Français qui effectivement, Le Pen, le nom Le Pen sonnait bon, l'OS, l'antisémitisme, les fours crématoires, et donc on a essayé de s'en distinguer en essayant de parler de Marine. Mais ce qui est intéressant sur cette affiche-là qu'on vient de décrire, il n'y a ni Marine ni Le Pen, ni le logo du Front National et du Rassemblement National. Oui. Intéressant, personne ne signe cette affiche. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Et ils sont réclamés, comme ces affiches McDonald's, vous savez qu'on avait vu fleurir, où ils mettaient en gros plan les burgers, les gros plans les frites, où ils disaient la marque est tellement puissante qu'on n'a plus besoin de dire qui parle. Donc ils avaient fait ce pari-là, que je trouvais intéressant d'un point de vue symbolique, mais on ne signe plus l'affiche. Donc c'est quelque chose qui était quand même extrêmement marquant. Et l'affiche d'Éric Zemmour, en comparaison, du coup, par rapport à ce qu'on Alors l'affiche Zemmour, à la même période, parce que j'essaie de comparer, parce que Voici n'est pas français, c'est une affiche qui arrive beaucoup plus tard. L'affiche qui est à peu près contemporaine, qui a commencé à fleurir sur les murs des grandes villes à l'été 2021, c'est cette affiche très inquiétante où il est en fond noir, très sombre, il est mal éclairé, il a un regard menaçant, où on le voit, contrairement à Marine Le Pen, que je n'ai pas décrite comme ça, mais qui est effectivement de 3/4, où les sémiologues de l'image nous disent que c'est le registre de la nuance, on n'est ni de profil ni de face, on est de 3/4. Lui affiche la frontalité, où il regarde, il plante son regard dans celui des spectateurs, donc il l'affronte du regard, et surtout, il abandonne tous les codes traditionnels des affiches politiques, qui sont les codes de la séduction. En fait. On a toujours un candidat qui est séducteur. Ou Marine Le Pen, sur cette affiche-là qu'on vient de décrire, elle regarde vers le haut, elle sourit, elle est éclairée par le bas, il y a une bonne lumière. Là, au contraire, il semble dominer son spectateur par le haut. Il développe non pas un imaginaire d'espérance, mais un imaginaire de menace, qui est quelque chose d'assez inédit et qui correspond effectivement à tout ce qu'on a raconté sur sa stratégie de la radicalité, qui faisait dire d'ailleurs à l'époque à Patrick Buisson, donc l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, qui est un peu sa face d'année, qui était l'expression d'Ariane Chemin dans Le Monde, où lui disait « Relis la Bible, Éric, le prophète n'est jamais roi ». Où effectivement, lui pensait que cette posture-là de menace, de radicalité pure et dure, était un frein dans la stratégie d'Éric Zemmour pour conquérir le pouvoir. Moi, il me semble, alors ça a été l'excellente intuition d'un politiste italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Giuliano d'Ampoli, qui a en fait écrit Les ingénieurs du chaos, qui en fait décrit les stratégies d'extrême droite à travers le monde, et qui remonte les similarités, mais qui, à cet automne, a publié une tribune dans Le Monde, et en fait, il avait parfaitement mis le doigt dessus. Il disait « La radicalité n'est pas un frein, c'est son carburant », Éric Zemmour. Et c'est effectivement ce passage-là auquel on n'était pas du tout habitué en France, où a priori la radicalité cantonne à une forme de marginalité, où on n'arrive pas à conquérir le cœur ou le centre de la société française avec ces stratégies de la radicalité. Or, il me semble, et on va certainement le détailler, ils ont en fait eu ce brief qui consistait à dire comment faire en sorte d'imposer cette radicalité au plus grand nombre. Comment passer ce statut de la marginalité à une forme de centralité dans le débat public. Et je crois qu'ils ont déployé un ensemble d'arsenal, un ensemble de techniques pour y arriver. C'est pour ça que là, on va rentrer dans le cœur du sujet, qui est justement l'idée des masques. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot que vous indiquez? On est maintenant habitué à ce mot masque, mais c'est un masque sanitaire. Mais là, on parle vraiment de ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce que l'on souhaite présenter à la face du monde. Exactement. Et il y a, page 58, une phrase intéressante. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a une inversion politique, mais une convergence globale des signes. À l'inverse, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, il y a une conversion politique globale, mais une inversion des signes. Voilà, donc il y a on ne le voit pas très bien, mais on le verra mieux. Je reprends ça à Lévi-Strauss. Voilà, à Lévi-Strauss, un tableau qui nous explique à peu près ce qu'est ce système symbolique. Donc voilà, je voulais avoir votre traduction de cette phrase-là qui dit beaucoup de choses sur la vérité des masques. Effectivement, j'ai pris cette métaphore du masque comme outil de travail, en le prenant au sérieux.
Et non pas, vous l'avez parfaitement décrit, non pas dans le sens de on va démasquer l'extrême droite, chose qu'on fait souvent, c'est le premier réflexe qu'on a lorsqu'on veut s'attaquer à l'extrême droite. C'était d'ailleurs les 2 titres des livres qui ont été consacrés à Marine Le Pen, La vraie Marine Le Pen et La face cachée de Marine Le Pen, où au fond, il s'agissait d'aller voir derrière le masque pour essayer de pointer les incohérences et les contradictions. Je prends une autre définition du masque, qui est plutôt la définition du genre de théâtre ou d'anthropologue, qui considère que le masque, c'est d'abord et avant tout une façade symbolique. C'est une construction plastique qui donne à voir et qui se donne à lire. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est en ce sens que je prends au sérieux cette construction des masques. Il m'a semblé qu'il y avait un jeu de conversion, d'inversion et de conservation des signes extrêmement étrange entre Macron, Le Pen et Zemmour, où je n'arrivais pas à comprendre, parce que l'une des clés d'interprétation de la sémiologie, c'est que fond et forme sont liés. Quand on change la forme, en principe, le fond bouge aussi. Le fond est toujours relié à une espèce d'articulation cohérente entre une idéologie, entre un positionnement politique et les signes qu'on émet, les mots, les scénographies, les imaginaires, les images, etc. Or là, il me semblait qu'il se passait des choses étranges. Où effectivement, je viens de le décrire dans le cas de Marine Le Pen. Marine Le Pen s'est construite en opposante politique numéro 1 à Emmanuel Macron, où là, elle est irréprochable de ce point de vue-là. Peuple, élite, mondialiste, nationaliste. Pendant 5 ans, il y a une inversion totale politique entre Macron et Le Pen. Or, ce que j'essayais de décrire tout à l'heure, il m'a semblé que ces signes convergeaient. Donc il y a inversion politique, mais convergence des signes. Or, entre Le Pen et Zemmour, c'est exactement l'inverse. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a quand même une convergence politique globale, une différence de degré, mais pas de nature. C'est que les deux restent d'extrême droite, quoi qu'ils en disent. Quoi qu'ils en disent. Exactement, et on va y revenir dans ce certain. Oui, c'est sûr. En revanche, j'ai une belle question là-dessus. Il y a une inversion des signes, où on le voit, et à travers ces 2 affiches qu'on vient de décrire, c'est terme à terme une inversion totale de la façon de se représenter. Donc entre Le Pen et Zemmour, c'est l'inverse, convergence politique, mais inversion des signes. Et effectivement, je pique ça à Lévi-Strauss, parce que Lévi-Strauss, quand je me suis intéressé aux masques, il a écrit un merveilleux livre qui s'appelle La Voix des masques, où il s'intéressait à la description de masques de tribus nord-amérindiennes, où il avait ce phénomène étrange, il n'arrivait pas à comprendre, finalement, entre ces 3 masques de tribus connexes, comment se fait-il qu'il y avait ce jeu de conversion et d'inversion entre les deux. Et il en tient la conclusion, et en fait c'est la conclusion que je tire, je prends exactement la même conclusion que j'applique dans le système politique français, c'est que précisément ces masques, il ne faut pas les considérer indépendamment les uns des autres, il faut les considérer comme faisant partie d'un système. C'est-à-dire que ces 3 masques-là sont autant de pièces d'un même système au sein duquel ils se transforment mutuellement. C'est-à-dire que le mouvement de l'un va faire bouger l'autre. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est considérer ces 3 masques comme faisant partie d'un système où je ne les mets pas à égalité. Je ne suis pas en train de dire du tout que Macron est d'extrême droite. Pas du tout. En revanche, puisqu'il est le président sortant, que ces candidats d'extrême droite se positionnent par rapport à lui. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que dès le départ, j'ai eu l'intuition que quoi qu'il advienne, ces candidatures Zemmour seraient importantes. Parce qu'à partir du moment où on considère ce système-là, il oblige les 2 autres à se positionner par rapport à lui, à bouger, à évoluer. Et on le voit comment la campagne Le Pen a complètement changé de braquet en se différenciant beaucoup plus nettement de celle d'Éric Zemmour, en arborant par exemple le masque de l'intimité, de la femme, de la mère, de la femme cabossée qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Et elle le dit, dans son vocable, elle en parle. Exactement. Ou ce meeting dans le Nord, je crois que c'était à Reims, où elle finit son discours, où elle s'approche du public, sans micro, et elle parle d'elle, sans notes, où elle dit maintenant je vais vous parler de moi, de ma vie, de ma vie de femme, etc. Des choses qu'elle ne faisait pas, qu'elle a toujours été réticente à faire. Je pense que c'est une conséquence directe de ce positionnement très radical et par ailleurs très misogyne d'Éric Zemmour, où elle a voulu précisément prendre le contre-pied. Quand Emmanuel Macron fait cette saillie très dure, très radicale, j'emmerde les non-vaccinés, je crois, alors c'est une interprétation très personnelle, mais je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard qu'il le fasse sur cette stratégie aussi de la radicalité, où il comprend que pour exister, pour percer le mur du son et l'indifférence, qui est quand même celui ou celle du champ politique dans lequel on est, pour percer le mur du son, pour attirer le regard et attirer l'attention, il est obligé aussi d'avoir des propos radicaux. Et je pense que c'est aussi une traduction indirecte de l'émergence d'Éric Zemmour dans ce paysage politique. Et en effet, on parlait du mot extrême tout à l'heure. Tous les 3, on a le sentiment, du coup, si on regarde après le 24 avril,
qu'il se dispute la droite avec l'union des droites voulue par Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour, et puis une droite moderne, démocrate d'Emmanuel Macron. Mais on a le sentiment là que les extrêmes ont envie d'effacer ce mot extrême droite. C'est dangereux. Dans la lecture qu'ils ont envie d'imposer des choses du spectacle et du système dont vous parlez, ça donne quoi à dire de nos futures années si on ne fait plus la différence entre la droite et l'extrême droite ? Alors, 2 choses dans la question. Oui. Premier élément, je crois que les deux ne visent pas la même chose. Où effectivement, Marine Le Pen, et elle s'en est d'autant plus détachée qu'Éric Zemmour était au contraire sur une stratégie d'union des droites, je vais y revenir juste après, elle reprend à son compte les lectures plutôt sociologiques de Jérôme Sainte-Marie, bloc élitaire, bloc populaire, où elle a beaucoup accentué dessus, où elle a compris que dans les 10 points qu'elle avait perdus de sondage, qui étaient plutôt attribués à Éric Zemmour, il y restait une partie très sociale, qui sont des gens qui ne comprennent pas Éric Zemmour. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans les CALI qui sont organisés, les gens qui sont vraiment son électorat traditionnel dans le Nord, l'électorat ouvrier, etc., disent, mais en fait, quand Éric Zemmour parle, on ne comprend pas. Bon. Et au fond, elle accentue cette dimension-là en disant, écoutez, Pécresse, elle est mise dans le même panier, Pécresse, Macron, Zemmour s'occupent de gens qui n'ont pas besoin d'eux, en fait, qui sont font pas déjà parler du bloc élitaire. Moi, je préfère m'intéresser au bloc populaire. Donc, elle a réintroduit cette distinction, là où effectivement, Éric Zemmour a une stratégie complètement différente, et il le joue à travers ces différents ralliements qu'il a feuilletonnés au fur et à mesure, où il joue beaucoup plus l'après d'union des droites. Mais je reviens sur le deuxième élément qui me paraît beaucoup plus important et peut-être beaucoup plus grave, sur cette stratégie d'effacement de l'étiquette de l'extrême droite. Où au fond, alors c'est une vieille rengaine. On se rappelle de Marine Le Pen, qui il y a quelques années menaçait les journalistes de diffamation et de poursuite en justice pour chacun qui la considérait comme une candidate d'extrême droite. Donc ça, c'est une vieille rengaine de l'extrême droite qui consiste à dire on va effacer l'éthique. Il me semble que ça atteint des niveaux encore plus forts sous Éric Zemmour, où effectivement, il brouille les lignes, et c'est là sa force. Il vient plutôt de la droite. Son parcours n'est pas celui de l'extrême droite. Il vient du Figaro, il a été longtemps chroniqueur dans des émissions très grand public, qu'il avait accueilli, qu'il avait accepté. Donc on a un sentiment d'une radicalisation, alors qu'en réalité, en fait, il porte le même discours depuis 30 ans. C'est ça qui est extrêmement difficile. Or, je crois qu'il est très important de le rappeler, quoi qu'ils disent, ses lectures, ses référentiels, ses mentors sont d'extrême droite. Lorsqu'il se réclame de Poutine, je ne vais pas en faire des caisses, mais la situation le condamne d'elle-même. Lorsqu'il se réclame de Poutine ou d'Orban comme référentiel à l'extérieur, ça veut tout dire. Lorsqu'il se réclame de Jacques Bainville, disons-le quand même, l'historien de l'Action française. Quand il se réclame de Barrès, ces mots, bon bref, tout. Et alors il y a 2 auteurs qui l'ont parfaitement démontré, si besoin en était. Laurent Joly, d'un point de vue historiographique, qui raconte la façon dont il falsifie l'histoire et comment ses référentiels historiques et idéologiques sont vraiment résolument ceux d'extrême droite. Et Cécile Alduy, qui est cette linguiste qui a écrit un petit livre très utile, qui était vraiment un livre de combat, qui est publié au Seuil, La langue de Zemmour, où elle montre que dans sa langue, le mot race intervient 135 fois dans ses écrits depuis 2007. Énorme. Personne, même Jean-Marie Le Pen, l'utilise beaucoup moins souvent. Et ce référentiel de la guerre, qui est le 3e mot le plus utilisé chez Éric Zemmour, montre bien qu'il y a une dimension de combat qui est extrêmement mortifère. Et Fousson est dernier peut-être auteur qui nous permet d'être beaucoup plus lucide dans cette période où effectivement, on voit des articles de presse qui commencent à parler d'Anne-Marine Le Pen comme la droite nationaliste. La droite nationaliste, ou le candidat de l'Union des droites, où on voit même dans la presse, et c'est ça qui est extrêmement dangereux, où cette étiquette disparaît. Et ne sous-estimons pas les stratégies d'influence de la part d'Éric Zemmour, qui font tout, qui pèsent de tout leur poids pour faire en sorte, effectivement, d'amadouer les journalistes et faire en sorte que cette étiquette disparaisse dans le débat public. Le dernier auteur que je voulais absolument mentionner, Nicolas Lebourg, qui est un historien, qui nous rappelle que l'extrême droite n'est pas un programme, elle est une vision du monde. Et il y a un élément qui est très important, c'est une vision du monde organiciste. Vision organiciste de la société, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on considère la société comme un corps vivant qui peut être attaqué par des virus étrangers. Il y a une forme de pureté, de quête de pureté originelle. Marion Maréchal Le Pen, lors de son discours de ralliement à Toulon avec Éric Zemmour, elle-même a fait cette métaphore d'elle-même, les nations comme les corps vivants
sont mortels. Donc on le voit bien, il y a cette métaphore-là qui est chez Marine Le Pen et chez Éric Zemmour, sont omniprésentes dans leur façon de considérer l'autre, leur façon de considérer l'immigration, l'arabe, le musulman. Et ça, il faut le rappeler parce que je pense que c'est une vision du monde résolument d'extrême droite où quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils s'y rattachent résolument. C'est pour ça que je tenais absolument à vous poser la question parce que nous, médias, on a cette responsabilité. Absolument. Et vous qui apportez de l'observation et de l'éclairage, c'est important de le dire et vous le dites très bien dans ce livre. On va parler maintenant de l'imaginaire. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le sous-titre, c'est la radicalité à l'ère Netflix. Netflix, sous-entendu, Éric Zemmour, vous le dites bien, a cette forme de modernité parce qu'il est un candidat numérique très organisé. Et Marine Le Pen, peut-être un air TF1 un peu moins moderne. Donc, je voulais vous entendre là-dessus sur qu'y a-t-il de différent entre l'imaginaire de 2017 et de 2022 ? Comment est-ce que ça a pu bouger aussi vite ? Et qu'est-ce que viennent dire ces deux candidats dans ce domaine-là ? J'ai voulu proposer une réflexion dite médiologique. En référence à la médiologie, qui est la discipline fondée par Régis Debray, où au fond, il a théorisé de longue date cette intrication intime entre histoire des croyances et évolution des supports. Où au fond, le médium sur lequel on communique, qui structure une société à une époque donnée, a une influence énorme sur les attentes, sur les relations d'autorité, sur la fabrique de récits à l'instant T. Et il m'a semblé qu'effectivement, dans les années 90-2000, et jusqu'à même, on peut étirer jusqu'à 2010, on était dans ce qu'on peut appeler l'ère TF1, c'est-à-dire une ère où les imaginaires sont fabriqués d'abord et avant tout, et l'opinion publique est fabriquée d'abord et avant tout par les médias, par les grands médias qui structurent les débats, etc. Et au premier chef duquel, en fait, se situe la télévision, qui est en fait le médium dominant de toute cette période, où au fond, pour réussir à faire une bonne séquence, comme on le raconte quand on est un spin doctor, il fallait avoir un espèce de triptyque gagnant, l'interview dans la presse écrite nationale, une conférence de presse et le JT de 20h. Et le JT de 20h étant vraiment la clé de voûte de ce qui est réussi ou de ce qui est moins réussi. Et au fond, lorsque Jacques Pillan écrit dans les années 90 cette fameuse interview au débat, l'écriture où il invente cette expression d'écriture médiatique, il conceptualise, il théorise l'idée sur laquelle en fait, il suffirait d'avoir une gestion stratégique de présence et d'absence sur ces grands médias audiovisuels pour exister. Donc ça, c'est l'ère TF1. Et il me semble qu'effectivement, Marine Le Pen colle à cette ère TF1. D'abord et avant tout parce qu'elle a compris au soir du 21 avril 2002 qu'elle ne gagnerait pas sans cette ère audiovisuelle. Où en fait, elle se rend compte. Alors l'anecdote, c'est qu'elle est envoyée sur les plateaux de France 3. Oui. En fait, il ne reste plus personne. Parce qu'il n'y a plus personne pour venir parler. Oui. Elle a toujours été dans l'ombre de son père. Voilà. Là, elle a fait sa première prestation audiovisuelle. Oui. Et en fait, elle prend de court tout le monde, où elle dit « Mais non, je suis extrêmement fière du score remporté par mon père, aux alentours de 30-33%. Oui. Non, beaucoup moins, pardon, parce que Charles fait 80, oui, moins, 19%. Il fait 19%, pardon. 33, c'est le score de Marine Le Pen en 2017. Ah, ouais. Donc, il fait moins de 20%. Mais c'est extrêmement fort, parce qu'on a raconté sur tous les médias depuis 2 semaines que si Jean-Marie Le Pen était élu, le soleil cesserait de se lever, les rivières cesseraient de couler. Oui. En fait, elle comprend que le cadrage médiatique est très important dans sa stratégie de conquête du pouvoir. Donc, elle comprend ce soir-là qu'elle ne gagnera pas sur les médias. Et donc, en fait, pendant 20 ans, elle n'a eu de cesse de normaliser son traitement. Effectivement, elle y est arrivée. Au bout de 20 ans, on voit le travail où les têtes d'affiche de l'extrême droite sont régulièrement invitées partout et la question ne se pose plus de ne plus inviter. Bon. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une autre ère qui n'est pas en train de chasser l'autre, parce que là où les réflexions médiologiques de Régis Debray sont intéressantes, c'est qu'il montre qu'il y a un relais d'hégémonie. Oui, voilà. Mais cette formule, on n'arrête pas d'aller au Louvre suite à l'invention du cinéma, donc différents médiums peuvent coexister. Mais il me semble qu'il y a un autre médium culturel dominant, où la bonne façon de le deviner, c'est encore Régis Debray qui nous le donne, c'est de dire c'est celui qui tient éveillé les adolescents la nuit. Et il me semble que c'est plus la radio, c'est plus tout à fait la télévision non plus, parce que les jeunes ne regardent plus la télévision, ce sont les séries en fait. Oui. Et il me semble, vous avez parlé de transformation d'imaginaire entre 2007 et 2022, il me semble que les séries ont acquis un statut culturel qui n'était pas du tout le leur en 2017. En 2017, il y a eu beaucoup de séries déjà, les gens regardaient déjà des séries. Et le traitement et le regard qu'on porte sur les séries a beaucoup changé. Il n'est plus du tout considéré comme un sous-genre du cinéma, c'est une discipline à part entière, et ça se voit dans le traitement que les rédactions, vraiment, dans la façon dont ils sont organisés, le montrent bien.
Et surtout, on considère que les séries ont un rôle structurant et disent des choses sur la société. Moi, j'avais été très frappé de la une de Libération qui avait consacré à une série Netflix, justement Squid Game, où il disait qui porte aujourd'hui dans le débat public les questions d'inégalité financière, de surendettement, ce n'est pas des candidats d'extrême gauche ou de gauche, c'est une série Netflix. Et donc, il s'était étonné de ce tract de gauche qui était Squid Game. Là où je veux en venir, donc c'est par là que j'ai voulu caractériser ces terres Netflix, c'est-à-dire par cette appellation, montrer que les séries sont une nouvelle forme de médium culturel dominant dans la société, où les chiffres sont assez impressionnants. Il y a 2/3 de Français qui sont abonnés à une plateforme d'une manière ou d'une autre. Netflix, Canal, OCS, HBO, Amazon, Disney+. Leur difficulté, c'est de garder les abonnés. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est de les garder, mais c'est vrai qu'on s'abonne. On y va. On consomme tous, et quels que soient les âges. C'est ça qui m'a beaucoup frappé. C'est peut-être ça qui a changé entre 2017 et 2022. Tout le monde, mes parents, mes grands-parents, consomment des séries dans la sphère intime, dans l'ordre du foyer. Et il me semble que cette consommation intensive de cette forme très particulière d'écriture narrative qu'est la série a des influences sur le politique. C'est-à-dire que nos attentes ont changé. Et aujourd'hui, plus une attente d'écriture médiatique, mais je pense une attente d'écriture scénaristique. Où au fond, on attend des hommes et femmes politiques aujourd'hui qu'ils écrivent leur récit de campagne à la manière d'une série. C'est en cela que j'ai voulu caractériser ces terres Netflix. Où au fond, il y a quelques caractéristiques qu'on peut détailler. Trahir le personnage. Un personnage dense, qui peut être contradictoire, mais un personnage dense qui se donne à voir ses faiblesses, ses forces, où il y a une évolution du personnage qui peut paraître au départ méchant, abandonné, marginalisé, bon, ça dépend des séries et des situations, mais il y a finalement une trajectoire où on fait évoluer ce personnage-là. À travers ce qu'on appelle, ça c'est très important, qui est vraiment une caractéristique des séries, des arcs narratifs. Les arcs narratifs. C'est-à-dire que c'est la capacité à raconter plusieurs récits, plusieurs façons dans une même série sur des très longues durées, pas seulement sur 2 heures dans un film, mais sur plusieurs saisons. On le voit d'un très long terme, ça diffuse et on raconte plusieurs parcours, plusieurs éléments, etc. Deuxième élément, c'est la gestion du rythme. Plus encore que dans un film, il y a du rythme partout, tout le temps. Il y a une gestion du rythme très importante et qui doit tenir en permanence le spectateur en haleine. Effectivement, c'est cette troisième figure qui est très importante, le cliffhanger, qui est ce passage obligé. En littérature, plutôt des thrillers américains, on appelle ça des page-turners, cette capacité à tenir systématiquement le spectateur en haleine pour donner à voir la suite. Et cette écriture-là, elle vient changer complètement les attentes vis-à-vis du politique. Où auparavant, dans l'RTF1, il me semble que l'impératif numéro 1, c'était celui de la cohérence. Où au fond, le bon spin doctor, c'était celui qui était capable, alors parfois artificiellement, mais de recréer ou de donner à voir une cohérence. Une cohérence entre un parcours politique, entre un parcours biographique, une expérience individuelle, et aussi un projet politique. C'est l'articulation entre les trois, il fallait donner à voir une cohérence. Et la crise politique, ce qui était majeur dans le cadre d'un homme ou d'une femme politique, c'était cette rupture de cohérence. Par exemple, Fillon, c'est un très bon exemple. Pourquoi ça l'a autant atteint ? Parce que cet élément de cet homme politique intègre, qui s'était bâti sur cette image d'homme austère, qui avait proclamé, je ne vais pas refaire l'histoire, mais imaginerait-on de Gaulle mis en examen. À partir du moment où on donne à voir le costume, l'emploi fictif, etc., cette cohérence vient rompre complètement le personnage. La cohérence était l'RTF1. Je crois qu'aujourd'hui, l'impératif numéro 1, c'est la surprise. Où au fond, plus encore que cette cohérence qui en a mise en retrait, je crois qu'on accepte beaucoup plus la contradiction aujourd'hui. Parce qu'on est tous, je pense, un peu tous contradictoires et que la contradiction est beaucoup plus entérinée dans la société. On a compris la complexité aussi des choses. Bon, voilà, ça a été peut-être l'une des vertus d'Emmanuel Macron en 2017, avec son « en même temps ». Bon, bref. C'est la surprise. Il faut surprendre coûte que coûte. Et il y a une attente de surprise, et je crois que les candidats qui aujourd'hui n'arrivent pas à créer la surprise sont complètement invisibilisés. Et moi, alors c'est l'une des clés, il y en a évidemment 1000, mais l'une des clés, je crois, de candidats comme Xavier Bertrand, qui s'est écroulé lors de la primaire de la droite, Yannick Jadot, on voit bien qu'il n'arrive pas à imprimer, c'est cette incapacité à créer la surprise. Où, au fond, ils sont d'une lisibilité tellement puissante
qu'on les anticipe et au fond, on s'en lasse très vite parce qu'on sait exactement ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, etc. Donc, impératif de surprise Netflix versus la cohérence de l'RTF1. On se rend compte aussi qu'à travers l'écriture de personnages dont vous parliez tout à l'heure, Éric Zemmour arrive très bien à le faire. Donald Trump avait les casquettes marquées viré Éric Zemmour, voilà. Éric Zemmour, le bain voyant qu'il utilise en permanence, le tic de langage est devenu un t-shirt. Donc, il a aussi une équipe numérique très au point pour retravailler les Wikipédia de notre histoire. C'est majeur. C'est assez incroyable. Et on a le sentiment qu'il est là le pied dans une modernité, alors que Marine est un peu à la remorque, alors qu'au final, ça fait 20 ans qu'elle travaille ça. Donc peut-être le jour où elle a compris, vous le disiez il y a 10 ans, qu'elle arrive sur le plateau et qu'elle dit non mais attendez, moi je vais vous expliquer comment ça se passe, elle est déjà moderne. Ouais. Et on a le sentiment qu'elle n'a pas lâché cette modernité, même si l'ère Netflix est venue nous bousculer. Mais quelque part, ils sont presque tous les deux dans cette même modernité. Question très riche, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Premier élément, pourquoi j'ai pas l'ère Netflix, pourquoi c'est intéressant à l'extrême droite. Il y a cette formule, je vais reprendre Giovanni D'Ampoli que j'ai déjà cité tout à l'heure. Il y a cette formule, il faut faire baisser le coût d'adhésion aux idées extrêmes. Je crois que c'est fondamental. Je crois que là, il a mis le doigt sur quelque chose de très important, où effectivement, je parlais de la radicalité tout à l'heure, c'est comment on fait en sorte que cette radicalité soit mieux acceptée. Et donc en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Première façon de faire, j'y reviens pas, mais c'est code narratif moderne. Oui. C'est pas tout à fait par hasard que c'est l'extrême droite qui sont saisis de ces codes-là. C'est cette capacité à avoir des formes modernes pour donner le sentiment d'une modernité, alors que leur logiciel, Laurent Joly, j'en parlais tout à l'heure, montre bien que ça remonte au 19e siècle. Bon, ça date, pour le dire d'un mot. Ouais. Il y a d'autres façons de faire. Effectivement, ces codes de Libération avait titré la politique du LOL, avec effectivement cette formule du bain voyant qui était un tic de langage qu'Éric Zemmour arborait dans ses émissions lorsqu'il était en contradiction avec ses personnages en face, qui est devenu un élément de merchandising total sur des t-shirts, flanqués sur des mugs, fondés sur des assiettes, etc. Où au fond, il y a tout un tas d'autres exemples, et on va peut-être y revenir plus profondément tout à l'heure, mais ce sont des codes du cool. Oui. Au fond, c'est une autre façon de faire baisser le coût d'adhésion aux idées extrêmes, c'est de dédramatiser totalement le fond, de passer en sourdine, de dédramatiser la portée xénophobe, raciste, islamophobe de certains éléments, certaines propositions. Par exemple, celle de francisation des prénoms. Alors ça, c'est un très bon exemple de politique du LOL. Quelques jours après avoir déclaré donc effectivement toute cette séquence autour de l'idée que Mohamed ne pourrait plus s'appeler Mohamed s'il avait été élu s'il était élu président de la République, il y a un générateur de prénoms qui a été lancé, vitemonprénom.com, où au fond, alors c'était présenté comme une forme d'autodérision. Mettez votre prénom et on vous donnera le vôtre dans la France 2022 qui serait celle de Zemmour. 159 millions de prénoms testés. C'est énorme en fait. C'est-à-dire que les Français s'y sont prêtés au jeu en fait, en disant est-ce que Nicolas sera accepté ou pas ? Est-ce que Georges ? Est-ce que Mohamed ? Est-ce que Mustapha sera accepté ? Même des grandes marques de consommation, KFC par exemple. Ils ont été renommés Lucas, ils avaient fait un tweet tout lâché pour s'appeler Lucas France plutôt que KFC France. Donc on le voit, il y a eu d'abord un rôle de rendre visite une proposition. Je reviens parce que c'est important. Dans un marché politique qui est structurellement indifférent, où les propositions ont du mal à percer le mur du son, 159 millions de prénoms on l'a pris comme un jeu ludique. Exactement. Et par le rire. Oui. Par le rire, on dédramatise totalement cette portée pourtant extrêmement radicale. Il y a mille et un exemples où ils utilisent le rire par des mèmes sur Instagram, par des petites vidéos postées, où effectivement on le voit jouer au bowling, où on crée un capital de sympathie. Bon, bref, il y a mille façons de créer une atmosphère où on crée du capital relationnel, où on parle rire, on dédramatise totalement. Et le rire est redoutable. Frédéric Becbédé l'avait très bien écrit dans son livre, alors je ne sais pas comment l'appeler, Mort de rire, parce que c'est un smiley qui rigole. Le smiley. Smiley qui rigole, bon voilà. Smiley qui fête ses 20 ans d'ailleurs au passage. Absolument. Oui, voilà. Absolument, on peut le citer. Voilà, on peut le citer. Il disait, le rire est redoutable parce que, en fait, ne pas rire, c'est se mettre dans le camp des grincheux. Donc c'est toujours difficile de répondre au rire, de répondre par quelque chose de sérieux au rire. Bon. Donc ça, c'était toutes les stratégies. Bon, il y en a encore 1000 autres, mais où c'est quelque chose d'extrêmement pensé, où on l'a vu dans d'autres pays. Salvini en Italie fait exactement la même chose. Vous avez cité Trump, c'est exactement la même chose. Il y a des stratégies où effectivement, l'alt-right américaine l'a depuis longtemps compris, où il faut arrêter de simplement faire du pur doctrinal idéologique. Il faut aussi passer par des chemins de traverse où au fond,
on ne va pas simplement dédiaboliser les idées, on va les rendre désirables. Et les rendre désirables par le rire. C'est vraiment de la publicité. C'est d'autres formes de propagande. Oui, moi, j'assume complètement le mot. C'est d'autres façons beaucoup plus actualisées. J'avais une grosse lacune de lecture. Je n'avais jamais lu Les origines du totalitarisme d'Hannah Arendt. D'accord. On me l'a recommandé. Où effectivement, elle décrit parfaitement les propagandes totalitaires nazies et communistes. C'est intéressant parce qu'il y a un certain nombre de ferments qui sont utilisés, qui sont complètement réactualisés avec les codes d'aujourd'hui, d'où les codes du cool. Mais il y avait plein d'autres éléments dans votre question que j'ai oubliés. On a parlé du LOL, on a parlé du cool. Sur la modernité supposée d'un Éric Zemmour et finalement le côté un peu vintage de Marine Le Pen, alors que finalement, depuis 20 ans, elle est moderne. Pendant longtemps, j'ai été moi-même victime du récit Zemmour. Où au fond, il est rentré en politique en disant la chose suivante, Marine Le Pen est disqualifiée parce que, 1, elle ne gagnera jamais, et 2, regardez cette plouque, regardez comme elle est ringarde. Où effectivement, elle déploie pas du tout ces codes-là, pas du tout ces codes très contemporains, très modernes, les mêmes Instagram. D'ailleurs, stratégie numérique, il faudra reparler de Wikipédia. Je pense que c'est majeur. Juste après votre réponse. Juste après cette réponse-là sur Marine Le Pen, où effectivement, elle a ses codes TF1. Je crois que l'erreur consisterait à avoir une démarche exclusivement comparative et de dire, regardez qui est moderne, regardez qui ne l'est pas. Parce que, premier élément de réponse, cette stratégie Netflix, elle est extrêmement dangereuse d'un point de vue strictement de communication. C'est-à-dire qu'elle induit une surprise en permanence, elle imprime un rythme très important qui, peut lasser la personne qui le fait, Éric Zemmour. Je crois que vous aviez déjà l'intuition depuis très longtemps qu'il a émergé très tôt, très vite. Il faut tenir la distance. Exactement. Et cette stratégie à la Netflix épuise l'émetteur, parce qu'effectivement, elle est très exigeante, mais elle épuise aussi l'auditoire. C'est qu'effectivement, surprise sur surprise, à un moment donné, on a beaucoup d'imagination. Et c'est extrêmement difficile de continuer à surprendre tous ces éléments-là. Alors que les codes de l'RTF1 sont beaucoup plus solides, où elle construit des fondamentaux que j'ai appelé moi contracycliques, comme en économie, vous savez, où c'est une histoire d'amortisseur symbolique. On dit souvent dans les crises, l'assurance sociale française permet d'amortir et de faire en sorte que dans les crises, on ne plonge pas trop vite. Il me semble, dans le cas de Marine Le Pen, elle a construit des amortisseurs symboliques qui lui a évité le plongeon total et de stopper l'hémorragie sondagière qui était la sienne quand même à l'automne. On a perdu un certain nombre de points. Bien sûr. Mais on le voit, elle reste extrêmement solide et elle est en position aujourd'hui quand même, malgré tout ce qu'on a raconté depuis 6 mois, de se hisser au deuxième tour. Donc effectivement, cette stratégie de construire des fondamentaux par la télévision, par cette émission, alors qu'on a raillé à l'époque, mais qui en fait était fondamentale. Ambition intime de Karine Le Marchand. Avec le même canapé. Le même canapé, presque le même pavillon. Oui. Non, je plaisante. Alors j'ai pas de chat et je ne vis pas en coloc, mais c'était extrêmement fort quand même. Cette stratégie de la girl next door. Complètement. Qui vit seule avec une copine qu'elle héberge en coloc, avec ses chats. Pas du tout anecdotique les chats par ailleurs, qui correspond vraiment à une stratégie où le chat, c'est l'animal préféré des Français. Il y a j'avais regardé 34 millions de Français qui ont un chat chez eux. Oui, puis sur Instagram, il suffit de mettre un chat pour qu'on ait énormément de likes. Exactement. Les vidéos de chats, c'est Gérald Bronner qui en parle très bien. Les vidéos qui marchent le plus. Gérald Bronner, outre la pornographie et les décapitations, malheureusement, ce sont les chats où effectivement, il y a quelque chose de ronronnant, de doux, d'intime. Le chat, c'est l'animal de la ciliation du cocon, pour reprendre l'expression de Vincent Coquebert. C'est vraiment Vincent Coquebert. C'est le cocon, c'est l'intime, c'est le foyer, c'est pas du tout menaçant. Donc le chat, et j'ai longtemps pensé contre moi-même en disant, est-ce que vraiment c'est signifiant cette histoire-là? Parce que moi, je m'intéresse à la production de signes. Bien sûr. Est-ce que c'est percolé? Est-ce que c'est reçu par la personne en face? Et c'est Chloé Morin qui en fait m'a donné une réponse. Elle a organisé des qualis dans le Nord, elle le raconte dans son dernier livre, où elle demande aux Français qui sont dans la salle, une trentaine de personnes, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit pour caractériser Marine Le Pen. Et le premier mot qui arrive, c'est le mot chat. Voilà. Extraordinaire. C'est-à-dire que cet imaginaire-là, il percole, il fait sens et il pénètre l'inconscient des gens. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique. Je conclus sur cette question-là. Pour faire le lien. Parce qu'effectivement, premier élément, il ne s'agit pas de dire qui est moderne, qui ne l'est pas, parce qu'en fait, la modernité, ça peut épuiser, parce que l'autre, c'est l'amortisseur symbolique. Deuxième élément de réponse qui est à mon avis très important, il faut arrêter à mon avis de chercher toujours à les comparer l'un à l'autre et il faut essayer de regarder dans quelle mesure les uns et les autres, l'une et l'autre,
se complètent mutuellement. Il y a cette phrase de Guy Debord que je cite dans le bouquin, à laquelle je suis très attaché. Pour que le spectacle fonctionne, il faut qu'il y ait de fausses oppositions. Voilà, et je pense que c'est exactement ça. C'est qu'il faut dépasser cette fausse opposition, entre les deux, et essayer de voir que les deux concourent à élargir les masques et les sphères d'influence de l'extrême droite, en faisant des stratégies complètement inverses et symétriques, mais au fond où les deux concourent par des voies extrêmement opposées à dédramatiser d'un côté, c'est le cas de Marine Le Pen, à adoucir, c'est la force centripète, et de l'autre, à radicaliser, à étendre, à convaincre de plus en plus de gens que l'extrême droite est une solution pour l'avenir du pays. Et au fond, Marine Le Pen est d'autant plus forte qu'Éric Zemmour est diabolisé, parce que par effet de contraste, toutes les études d'opinion le montrent, elle est beaucoup plus inoffensive, elle est beaucoup plus sympathique, elle est au fond, la stratégie du tuche, ça marche, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas un tuche tyran, et ça c'est fort, parce qu'on a complètement, à force de taper sur Zemmour, on a complètement évidé l'argumentaire contre Marine Le Pen. Et aujourd'hui, je crains qu'on se retrouve un peu à poil, pardon pour l'expression, pour la vulgarité, lors d'un éventuel deuxième tour contre Marine Le Pen, parce qu'on le voit, elle est très forte au deuxième tour, parce qu'au fond, par effet de contraste, il lui suffit de dire moi je fais le parallèle entre la distinction entre islam et islamisme pour que d'un coup on se dise ah oui d'accord, quelle modération. Oui, voilà. Vous voyez, c'est que par effet de contraste, c'est audible. Zemmour est tellement radical qu'elle paraît par contraste beaucoup plus modérée. À l'inverse, Éric Zemmour est d'autant plus fort que Marine Le Pen est dédiabolisée, parce que lui, justement, s'appuie sur sa prétendue mollesse, sur ses prétendues trahisons à l'idéologie d'extrême droite pour dire « Regardez, je suis pur, je suis bon, je suis le vrai candidat pour l'extrême droite pour conquérir le cœur de celles et ceux qui se sentent abandonnés. » Où effectivement, on voit tous ces ralliements. Je pense à Damien Rieu, par exemple, ou Gilbert Collard, qui disent au fond, on est d'accord avec la thèse du grand remplacement. Marine Le Pen n'arrive pas à le dire, elle n'assume pas. Donc on s'en va. C'est la raison pour laquelle, en fait, par cohérence idéologique, on rejoint Marine Le Pen. Marion Maréchal est exactement là-dessus. Les ralliements ne signifient pas idéologiques. Un ralliement des électeurs. C'est là où justement le travail qu'elle a fait depuis 20 ans et le niveau auquel elle est aujourd'hui, qui est presque le même que celui il y a 5 ans, elle n'a pas perdu finalement en 5 ans, même si elle a fait un débat du deuxième tour un peu honteux sur lequel Éric Zemmour s'appuyait souvent pour dire regardez, elle ne peut pas gagner, c'est évident, regardez, elle est bête. Bon. Et elle est quand même là. Donc, quelque part, en effet, ça vient absolument appuyer ce que vous dites sur le fait que ce n'est pas l'idée de les comparer, mais c'est qu'il y a deux méthodes qui fonctionnent. Pour l'instant, qui va gagner, on ne sait pas. Pour la place au deuxième tour, on est à quelques jours du premier tour. Mais en tout cas, on a le sentiment que les deux réfléchissent et travaillent leur communication. Et on va terminer sur cette idée du Wikipédia, c'est important. Oui. C'est très important de parler de ça. Vous le dites très bien à l'intérieur. Cet outil utilisé pour justement brumer un petit peu les esprits. Je reviens à Hannah Arendt. Oui, elle est la bienvenue. Parce qu'en fait, ce qu'elle raconte très bien, c'est que le but de la propagande totalitaire, ce n'est pas seulement susciter de la croyance ou de l'adhésion, c'est susciter le doute. Et ça, c'est très important. Parce qu'effectivement, la stratégie digitale d'Éric Zemmour, ça consiste, à donner le sentiment qu'ils sont majoritaires, alors qu'il faut le rappeler, ils sont minoritaires dans l'opinion. En fait, on a des stratégies qui sont bien documentées maintenant, on appelle d'astroturfing, où en fait, on donne le sentiment d'un vaste mouvement spontané de gens qui tweetent sur un sujet, alors qu'en réalité, c'est Le Monde qui a documenté ça, c'est extrêmement fort. Le jour où ils ont lancé le hashtag « Les femmes avec Zemmour », 75% des tweets étaient issus de seulement 15 comptes géolocalisés au même endroit. Donc en fait, tout ça est construit de toutes pièces pour donner le sentiment de... Bon. Premier élément, cet élément-là. Et deuxième élément, effectivement, c'est de réécriture de page Wikipédia qui est atteint des éléments, des hauteurs inégalées en réalité. Et ça, c'est Vincent Bresson qui l'a parfaitement montré, qui est un journaliste qui a écrit un livre qui s'appelle « Au cœur du Z ». Il s'est infiltré dans des équipes de Génération Z où il démontre, il y avait des équipes entières qui étaient consacrées à tenter des réécritures de pages Wikipédia. D'une part, la page d'Éric Zemmour, qui est la page Wikipédia la plus visitée en France l'année dernière. Donc c'est un élément très important d'apporter des éléments biographiques amélioratifs, peut-être effacer ou atténuer d'autres aspects. Mais là où c'est plus grave, c'est beaucoup plus pernicieux, on voit l'ampleur de la stratégie numérique, c'est qu'ils sont allés réécrire des pages Wikipédia historiques, qu'il a rangées dans son raisonnement. Vichy, Pétain, Laval, grand remplacement, où il y a une bataille de Wikipédia qui a été lancée par les humoristes, où au fond, le grand remplacement, parce que c'est intéressant, les gens,
qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils entendent grand remplacement dans une émission? Le réflexe, c'est Wikipédia. Ils vont voir Wikipédia. Bien sûr. Si Wikipédia dit dès la première ligne, c'est une théorie raciste et complotiste d'extrême droite, d'un coup, ça calme le débat. Ah oui, d'accord, je sais où je mets les pieds. En revanche, si Wikipédia atténue, dit c'est une thèse qui a été reprise par la droite, par Valérie Pécresse dans son discours, qui aujourd'hui fait débat chez les historiens, qui n'est pas complotiste, qui correspond à une thèse démographique. Vous voyez comment on cadre le discours et comment on influence complètement l'interprétation de ce terme-là. Donc effectivement, Wikipédia, c'est pas du tout anecdotique, ça fait partie effectivement de tous ces éléments, et c'est peut-être là-dessus que je conclurai, où effectivement ce livre, il donne à voir la part de construit, la part de stratégie, où il y a plein de livres qui sont intéressés aux raisons électorales, sociologiques, de progression et de montée de l'extrême droite en France et dans le débat public. J'ai aussi voulu montrer la part de volonté et la part de construit dans les signes sur Wikipédia, dans les affiches, dans les clips vidéo. En fait, les signes, ils sont extrêmement divers. Et ces scénographies-là, pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent? C'est ce que j'ai essayé de vous raconter pendant 1 heure. Là. C'est super. Moi, vraiment, vous allez apprécier parce que c'est vraiment intéressant. Vous nous en avez donné la preuve ici. À quelques moments du premier tour, je voulais rappeler ce qu'est l'extrême droite. Voilà, en dehors du maquillage et des masques qu'on peut arborer. Absolument. Merci beaucoup, Raphaël Liorca, pour cette conversation enrichissante. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain livre aux éditions de l'Aube. Toujours, voilà. le poste. Voilà, donc à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.